Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Alors comme chaque semaine, je vous propose ce rendez-vous avec l'actualité qui va nous permettre de la décrypter, de mieux la comprendre. Et pour cela, nous allons le faire avec des responsables des médias chrétiens. J'ai le plaisir cette semaine d'accueillir sur ce plateau Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au quotidien La Croix. Aymeric Pourbet, bonjour. Bonjour Dominique. Vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Alors, j'ai envie de vous dire, yes, we did. Comme on dit les Américains, nous l'avons fait. Les Américains ont en effet choisi Barack Obama, 47 ans, comme 44e président des États-Unis. La victoire du sénateur démocrate a été sans appel. Elle sanctionne d'abord 8 années calamiteuses, il faut bien le dire, de la présidence Bush. Mais c'est surtout un moment historique, parce qu'un Noir accède pour la première fois à la Maison-Blanche. Et parce que cette victoire traduit l'immense espoir de changement qui a traversé tout un peuple. Alors, le facteur religieux a toujours tenu une place importante dans les choix politiques américains, notamment sous la dernière présidence Bush. Je voudrais donc qu'on s'arrête aujourd'hui avec vous sur le vote des chrétiens, mais aussi qu'on évoque un peu le programme du candidat élu à la lueur de ses valeurs chrétiennes. Pour cela, je vous propose d'ouvrir en images ce dossier. Nous allons rejoindre la communauté américaine de Paris, qui a un petit peu fêté l'événement mardi soir dans l'un de ses fiefs traditionnels, du côté, vous connaissez, de l'Opéra à Paris, au Harris Bar, une nuit américaine. Et cette nuit américaine a été filmée par Frédéric Jakovlev. Une foule en liesse dans les rues de Paris, comme dans la plupart des capitales occidentales. Ces images, on les a vues et revues depuis 2 jours, depuis l'élection de Barack Obama à la tête de la Maison-Blanche. Seconde après seconde, minute après minute, à chaque publication de résultats, la même hystérie. Ils sont jeunes, américains, ils vivent à Paris. Pour eux, ce 4 novembre, c'est avant tout le début d'une nouvelle ère. On représente la génération du changement, la fin de la politique Bush. Mon frère est marine et Obama va arrêter la guerre en Irak. C'est pour ça que j'ai voté pour lui. Pour moi, c'est un jeu qui change le monde. Et je sais que Obama, il va changer le sens du monde. Changer le sens du monde, beaucoup pour un seul homme. Et c'est sans doute cela qui prédomine dans ce vote, l'espoir. En 2004, Bush s'est fait élire grâce au vote évangéliste. Cette année, la religion semble absente du débat. Comme beaucoup d'Américains, ces jeunes revendiquent pourtant des convictions religieuses. Mais des convictions qui, cette année, ne se retrouveront pas dans les urnes. La plupart des gens qui votent d'habitude pour Bush ont été très découragés par son bilan totalement négatif. Donc ils ont appris que voter uniquement pour des considérations religieuses n'est pas suffisant pour choisir le bon candidat. Je suis protestante et ma famille a l'habitude de voter républicain. Mais cette fois, ils ont voté démocrate parce qu'Obama peut changer les choses. De toute façon, je ne suis pas sûre que la question religieuse soit si importante cette année. C'est peut-être cela la grande nouveauté de cette élection. Les républicains n'auraient plus le monopole du vote religieux. Obama, le démocrate, affiche ses valeurs chrétiennes, revendique sa foi. Mais là aussi, les attentes sont à la hauteur des ambitions. Il ne s'agirait plus d'interdire le mariage homosexuel ou l'avortement, mais d'aider les plus pauvres, de combattre l'injustice, de protéger l'environnement. Qui a dit que les valeurs chrétiennes étaient absentes de ces élections? Alors, Aymeric Pourbet, on a beaucoup parlé des valeurs chrétiennes, notamment au moment des présidences Bush. Là, on a l'impression que ça a été moins flagrant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue des jeunes, notamment? Oui, c'est certain. Ce qui a été dit dans le reportage me paraît effectivement assez judicieux. C'est-à-dire que par rapport à la dernière fois, on a l'impression que cette fois, la crise économique, notamment, a pris le dessus sur un tas d'enjeux, de questions morales qui peut-être sont sous-jacentes parce qu'il y avait aussi des référendums locaux, notamment en Californie, où là, les mêmes électeurs qui ont élu Obama à la présidence de l'État fédéral, localement, ont interdit le mariage homosexuel, notamment les hispaniques, et les noirs. Donc je pense qu'il faut distinguer et que ces valeurs religieuses, elles sont présentes malgré tout dans le débat politique américain. Mais c'est vrai que cette fois-ci, c'est quand même la crise économique, et on le comprend, qui a été déterminante. Guillaume Goubert. Les questions religieuses ont été quand même assez présentes dans cette campagne. C'est vrai qu'elles ne l'ont pas été sur les
les points très polémiques de l'avortement, de la recherche sur les cellules souches, etc., mais d'autres manières. Il faut quand même se souvenir qu'à un moment, Barack Obama a eu beaucoup de soucis avec le pasteur de son église, qui avait fait des déclarations assez anti-blanches, on va dire, et sur lesquelles un peu extrémistes. Un peu extrémistes, sur lesquelles il a dû ensuite s'expliquer, ce qui l'a amené à faire... Jeremiah Wright. Voilà, et il a dû ensuite, Barack Obama a dû ensuite s'en expliquer, ce qui l'a amené à faire un des discours, peut-être le discours le plus important de sa campagne, qui est son discours de Philadelphie, où il s'est expliqué sur la question de la race en Amérique et l'idée d'aller vers une union plus parfaite. Enfin, c'est vraiment un texte de référence qui mérite vraiment d'être lu. Et donc, à ce moment-là, la question religieuse a été présente d'une certaine façon. Je dirais aussi que quand Barack Obama s'exprime, on entend quelque part un pasteur qui s'exprime. Il a des accents de pasteur qui évoquent Martin Luther King. Il a des références plus ou moins implicites à la Bible qui sont assez fortes. Donc, en tout cas, il a su manifester son appartenance religieuse sans que les sujets religieux pour autant deviennent un sujet d'affrontement. Alors, je reviens donc à ce constat qui faisait qu'on parlait beaucoup de la majorité morale conservatrice au temps de la présidence Bush. Là, cette fois-ci, on a beaucoup parlé d'une part des Noirs, naturellement, qui ont largement voté pour Barack Obama, mais on a aussi beaucoup parlé des Hispaniques. Vous y faisiez allusion, Émeric Pourbet. Peut-être que la régie pourra nous montrer en gros, pour résumer, la carte électorale des résultats aux États-Unis, où l'on sait que c'est plutôt dans le sud des États-Unis que les Hispaniques sont forcément plus nombreux, puisqu'ils sont issus, bien entendu, d'un courant d'immigration. Nous voyons cette carte. Et notamment ces fameux États rouges, donc les États républicains, ils sont bien entendu moins nombreux qu'au temps de la présidence Bush, puisque vous avez des États comme la Floride, comme le Nouveau-Mexique et comme le Colorado qui ont basculé du côté de Barack Obama. Alors, est-ce que ça veut dire que les Hispaniques, issus plutôt de l'immigration cubaine, donc anticastriste, donc des immigrés plutôt conservateurs, est-ce que vous pensez que les Hispaniques ont basculé dans le camp démocrate, qui sont traditionnellement aussi catholiques? Oui, c'est ce qu'on a beaucoup dit, effectivement, et peut-être que c'est là aussi où la question religieuse revient peut-être au centre du débat et a peut-être fait pencher la balance, mais il faudra du temps pour l'analyser. C'est qu'effectivement, ces Hispaniques, d'après ce qu'on a pu savoir, ont voté en majorité pour Obama. Et sans doute que ça a fait pencher la balance. Mais alors, Guillaume Goubert, John Kerry, le précédent candidat démocrate qui avait échoué il y a 4 ans à la candidature, donc à la présidence, il avait été un petit peu étiqueté comme démocrate et plutôt éloigné de certaines valeurs fondamentales, et ce qui apparemment l'avait perdu. Pour Barack Obama, le fait d'être plutôt perçu comme un homme libéral sur certaines options ne l'a pas gêné autant que John Kerry? Visiblement non, peut-être en partie parce que son adversaire, entre guillemets, ne l'a pas cherché beaucoup sur ce terrain. Apparemment, John McCain lui-même n'est pas, par exemple sur la question de la recherche sur les cellules souches, a une position favorable à la recherche, contrairement à son prédécesseur, enfin contrairement à George Bush, pardon, alors que de même que Barack Obama est favorable à la recherche sur les cellules souches. Donc McCain, qui avait un peu ce côté un petit peu, comment dire, maverick, comme ils disent, enfin d'être un esprit indépendant, n'était pas forcément le mieux placé, un franc-tireur, voilà. Oui. Merci Dominique, n'était pas forcément le mieux placé pour aller, entre guillemets, chercher Barack Obama sur ce type de sujet. Donc ça a peut-être permis à Barack Obama de ne pas avoir à se défendre sur ce terrain-là. Par ailleurs, Barack Obama, quand il s'exprime sur ces questions, il n'est pas d'une extrême militance. Je veux dire qu'il parle de la nécessité d'éviter les grossesses non désirées. Il n'a pas un discours sur le droit à l'avortement comme on pourrait l'imaginer dans d'autres lieux. Donc, il a évité d'en faire un sujet polémique, en tout cas. Alors, je voudrais qu'on termine sur ce petit volet lié au vote des Hispaniques, donc ce vote qui probablement peut-être quand même favorisé grandement Barack Obama. Frédéric Yakovlev a interviewé Laurence Monroe, qui est une journaliste qui a écrit un livre paru récemment aux éditions du Cerf sur les Hispaniques. Je vous propose d'écouter son témoignage et donc son point de vue sur cette question. On écoute Laurence Monroe, interviewée par Frédéric Yakovlev. Le plus notoire dans ces élections, c'est qu'on n'assiste pas, comme en 2004, à un vote religieux qui avait fait la réélection de Bush. L'équipe de Bush avait réussi à faire passer au second plan toute la question de la guerre en Irak d'une part et de la question économique d'autre part. Cette fois-ci, l'explosion liée à la crise économique remet la question économique au tout premier plan. Et sur ces questions-là, il n'y a pas de doute que le programme d'Obama est beaucoup plus susceptible de répondre à l'attente de tous ces Américains inquiets. Certains sont en voie de paupérisation. Là, on voit les questions de société revenir au premier plan. Non pas que le débat sur l'avortement et le mariage gay n'ait pas été présent, il est présent en arrière-plan, mais d'une manière assez marginale finalement. Et ça, c'est symptomatique d'une évolution de société.
c'est symptomatique d'une prise de conscience de l'ampleur des questions de société et du poids de cet électorat-là. C'est un effet de la crise qui relativise à ce moment-là les questions d'ordre purement moral. Et il faut aussi dire que Obama a très bien su s'adresser à cette question de l'avortement en disant « Mon souci n'est pas de revoir les législations, mon souci est d'attaquer les causes de l'avortement ». Donc il a répondu à cette question-là en disant « Les causes, elles sont du côté de la pauvreté, elles sont du côté des minorités ». Alors, Guillaume Goubert, vous êtes d'accord avec Laurence Monroe? En gros, elle dit les sujets restent présents, vous y faisiez allusion, mais ils n'étaient plus au premier plan. Et quand ils étaient au premier plan, Barack Obama a su les utiliser de manière plus pertinente, c'est ça? Oui, tout à fait. Non, ce qui est sûr, c'est que dans cette campagne, il y a eu un moment de basculement assez récent, finalement, qui était au mois de septembre, quand a éclaté la crise financière. C'est vraiment à ce moment-là que la question économique, qui était déjà très forte, parce que la crise des subprimes, elle a commencé il y a plus d'1 an, mais le moment où la crise financière a éclaté, avec la faillite de Lehman Brothers, etc., c'est vraiment là que la campagne a basculé complètement sur la thématique économique. Et à ce moment-là, McCain, qui était déjà là un petit peu sur la défensive, puisque malgré tout il est issu de la majorité qui a prôné cette politique de déréglementation financière, etc. depuis des années. Non seulement il était sur une position défensive, mais en plus il a été assez mauvais sur le sujet. Il n'a pas su incarner une forme de sérieux, de sens de l'État, etc. Contrairement à Barack Obama, qui a tout de suite joué le jeu de l'union nationale, d'aller en consultation à la Maison-Blanche, d'échanger avec le président Bush, etc. Et c'est à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que McCain a vraiment perdu l'élection. À ce moment-là, il était en tête dans les sondages après la nomination de Sarah Palin, etc. Il y a eu un effet d'opinion favorable à McCain qui s'est évanoui assez brusquement à ce moment-là. Vous partagez cette analyse, Émeric? Complètement. Je crois qu'effectivement, le 15 septembre, c'est la faillite de Lehman Brothers. C'est le moment aussi où McCain dégringole dans les sondages. À partir de ce moment-là, il n'a jamais rattrapé son retard. Et puis, souvenez-vous aussi, c'est le moment où McCain dit c'est la crise, j'arrête ma campagne. Il y avait un débat 2 jours plus tard avec Obama. Je refuse d'y aller. Et puis, finalement, il y va. Donc, on ne comprend plus vraiment quelle est sa stratégie. Et je pense que même ses amis non plus n'ont pas compris. Alors, on se souvient de l'épisode historique de l'arrivée de Kennedy au pouvoir aux États-Unis. C'était un président catholique. Est-ce qu'on peut faire la comparaison avec l'arrivée, non pas d'un catholique, puisque bien sûr Barack Obama ne l'est pas, mais le fait que Barack Obama ait su séduire cette frange du catholicisme qu'on peut dire peut-être éclairée, en tout cas ouvert et avancé? Je ne suis pas sûr que la question catholique-non catholique soit très importante dans cette élection. Je pense que certainement... Enfin, pour moi, ce qui fait la force de Barack Obama dans cette élection, parmi d'autres atouts, c'est qu'il a su incarner à la fois Kennedy et Martin Luther King. Il a à la fois cette élégance patricienne qui était celle de Kennedy, et en même temps, il a ces accents, je dirais, du sud des États-Unis, cette voix magnifique pour parler du rêve américain. Et encore une fois, c'est là où je pense que les facteurs religieux sont présents, mais vraiment très très en amont, comme les racines, je dirais, pour reprendre une référence qui est très européenne, les racines chrétiennes de l'Amérique s'expriment bien par sa voix et ne sont pas un objet de polémique. C'est en quelque sorte plus naturel comme expression des racines chrétiennes, mais ça ne sert pas d'argument électoral, c'est ça que vous voulez dire en quelque sorte? Un petit peu. Je pense qu'il a su, une des choses qu'on a dit sur John Kerry, c'est qu'il n'a jamais su parler de la religion aux Américains. Obama a su en parler en quelque sorte pour dire ça n'est pas un sujet. Occupons-nous des urgences de maintenant, des guerres d'Afghanistan et d'Irak, occupons-nous de la crise économique. Et de ne pas entrer dans des polémiques qui n'étaient pas au cœur de l'actualité à ce moment-là. Donc cette majorité morale, en quelque sorte, qui était bien présente au temps des présidences Bush, c'est en quelque sorte délitée sous le poids des problèmes économiques et sociaux, Émeric Pourbet? Oui, et puis je crois qu'il faut aussi rajouter la déconfiture en Irak, qui a beaucoup compté. Effectivement, on a beaucoup parlé à l'époque de Bush des néoconservateurs, donc à la fois très fermes sur les valeurs morales et en même temps beaucoup plus arrangeants quand il s'agissait de leurs intérêts pétroliers en Irak. En l'occurrence, là, la guerre en Irak a été catastrophique pour les conservateurs, ça c'est certain. Alors, on pourrait peut-être venir plus particulièrement sur celui qui est élu, donc sur Barack Obama, naturellement, revoir un petit peu son profil et par rapport justement à ces fameuses valeurs qui ont pu être mises en valeur, liées bien sûr au christianisme, mais pas seulement, liées à la paix, à la justice. On pourrait peut-être décortiquer quelques minutes avec vous ce profil de Barack Obama. Et ma première question, j'avais vous demander, vous ne trouvez pas qu'il a un côté très messianique, Barack Obama ?
prêcheur, je dirais, messianique peut-être pas, mais prêcheur, oui, certainement. Et qu'il est perçu comme un personnage très messianique. Et il y a une certaine forme de ferveur, d'adoration dans l'électorat, dans le public américain. Oui, pas seulement américain, je dois dire. Il faut quand même l'émotion qui s'est emparée de la France, par exemple, pour prendre quelque chose qui nous est proche et qu'on a pu mesurer. Je veux dire, c'est assez impressionnant, la passion qu'a suscité cet événement. Les personnes qui se sont téléphonées très tôt le matin, qui se sont envoyées des messages, etc. Il y a une vraie fascination pour cet homme, mais je dirais un petit peu pour cet événement. Je veux dire, Barack Obama, il incarne quelque chose. Il incarne l'aboutissement d'une longue histoire, d'un long combat contre la discrimination raciale. Et en même temps, il incarne une forme de jeunesse. C'est quelque chose d'extraordinaire de réussir à tenir en même temps à la fois un long passé et être en même temps celui qui donne l'idée qu'il y a un avenir qui commence. Je pense qu'il a su jouer ça d'une façon absolument admirable. Émeric, l'homme miracle, un peu perçu de manière peut-être exagérée, sous l'effet de l'émotion de l'élection? Ça a été vrai, je crois, dans les premiers jours, c'est vrai. On a eu l'impression qu'un sauveur était né, qu'il allait effectivement révolutionner l'Amérique, le monde. Je crois qu'il faut revenir, et d'ailleurs c'est déjà le cas aujourd'hui dans les journaux, c'est qu'on commence un peu à revenir à quelque chose de plus prudent. Et de fait, il a soulevé un espoir énorme, il va falloir qu'il se montre à la hauteur. Et c'est là où ça va être compliqué. Je pense que face à ce désir de changement, il faut être à la hauteur. Alors, petit clin d'œil du côté du Vatican, on se souvient que Benoît XVI avait reçu fort aimablement George Bush au cours d'une ultime visite du président américain. Et je le cite, il avait réservé cet accueil chaleureux en le remerciant pour son engagement dans la défense des valeurs morales fondamentales. Vous vous souvenez que ça avait fait un peu tiquer certains, en tout cas. Est-ce que vous pensez que l'Église catholique avait un privilégié, un préféré en la personne de George Bush et qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas élu un préféré en la personne de George McCain? Le Vatican est une très belle machine diplomatique, donc je pense qu'ils seront très bien gérés. Ils ont su donner à George Bush des signes d'approbation sur les sujets qui tiennent particulièrement à cœur à l'Église, sur le respect de la vie, des choses comme ça. C'est pas pour autant qu'ils vont être désagréables avec Obama demain. Je pense que l'Église a une longue tradition diplomatique, un grand sens pragmatique aussi. Je pense que quand le Vatican, le jour de l'élection, a salué une occasion pour la paix, je pense que... Une occasion historique, a dit Benoît XVI. Voilà, pour la paix, je pense qu'ils sauront... je dirais, encourager Obama dans ce qu'aux yeux du Vatican il a de meilleur, c'est-à-dire une volonté de réconciliation, une autre image de l'Amérique dans les relations internationales, la volonté de sortir de la guerre en Irak. Je pense que le Vatican a beaucoup à faire avec Obama sur ce terrain-là, même si peut-être ils auront des impatiences, des frustrations, des oppositions sur d'autres sujets. Émeric Pourbet. Oui, et je pense notamment à la question, encore une fois, de l'avortement, parce que Barack Obama s'est quand même engagé pendant sa campagne à signer ce qu'on appelle le FOCA, la loi sur la liberté de choix qui libéralise encore plus l'avortement aux États-Unis et qui supprime notamment la clause de conscience pour les personnels soignants. Ça va être examiné au Congrès en janvier et là je pense que les évêques catholiques vont avoir du souci à se faire, comment ils vont se positionner face notamment à Obama. Alors, on se souvient aussi, vous vous souvenez en tout cas, j'imagine comme moi, de certaines passes d'armes qu'il y avait eu au temps de Jean-Paul II avec Bill Clinton, sur son côté, bien sûr, de libéral qu'il représentait, notamment sur les questions non seulement liées à l'éthique, mais aussi, bien sûr, à la situation dans le monde, à la paix. Comment vous imaginez le rapport, justement, que vous évoquez entre Barack Obama et Benoît XVI? Est-ce que vous pensez que Benoît XVI est du style à être intransigeant, en quelque sorte, comme Jean-Paul II, sur les questions de paix, notamment par rapport à ce fameux dossier de l'Irak et de l'Afghanistan? Ah oui, certainement. Je pense que le Saint-Siège ne va rester aussi exigeant sur la question de la désescalade des tensions au Moyen-Orient, également pour ce qui concerne la Terre Sainte, Jérusalem, les relations entre les Palestiniens et les Israéliens, etc. Et elle fera tout ce qu'il pourra pour encourager Obama dans cette direction-là, il n'y a aucun doute. Émeric Pourbet, sur d'autres thèmes, vous pensez qu'il peut y avoir des crispations, des incompréhensions ou des malentendus entre le nouveau président américain et l'Église? On verra dans les prochains mois. Simplement, ce que je pense, c'est que la diplomatie vaticane est suffisamment subtile, Guillaume Goubert doit en savoir quelque chose, pour à la fois prôner effectivement la paix dans certains domaines internationaux, et puis sur le plan des valeurs éthiques, par exemple, montrer des réserves. Donc, droit d'inventaire, je pense.
Alors, on sait aussi que, bien entendu, Barack Obama tient probablement sa victoire à son souci d'être présent sur les dossiers liés à la couverture santé, aux questions des dépôts, bien sûr, aux impôts, naturellement, donc à tout ce qui fait aujourd'hui le quotidien des Américains. Et les Américains y ont été probablement plus sensibles que par rapport au discours tenu par McCain. Alors, est-ce que vous pensez là aussi que sur les prises de position de Barack Obama, on en sait un peu plus, ou est-ce qu'il y a encore un certain flou qui préside à son programme ? Je crois que l'habileté de Barack Obama, c'est justement d'être resté relativement flou, en tout cas très général, sur les grandes orientations de sa politique, et que c'est un pragmatique avant tout, hein, c'est ça qui l'a fait élire, il est consensuel. Donc, en même temps, il y a un désir de changement et une attente de réforme relativement radicale, ou en tout cas par rapport à la période précédente, et en même temps, les caisses sont vides, et donc il va falloir composer aussi. On entendait des Américains interviewés disant, bon, on voit que Barack Obama a été élu, c'est un noir, il est arrivé à la Maison-Blanche. On entendait même une mère de famille dire, ça veut dire que mes enfants, s'ils font des études, ils pourront aller à la Maison-Blanche. Est-ce que vous pensez que ce profil de Barack Obama a été plus particulièrement parlant à l'égard des classes défavorisées, des classes populaires ? Certainement, je pense que Barack Obama démontre par sa propre histoire que le rêve américain, et que ce qu'on appellerait chez nous l'ascenseur social, mais qu'ils appellent le rêve américain, existe toujours, et que la personne qui vient du plus loin qu'on puisse imaginer, avec une partie de sa famille au Kenya, qui a vécu une partie de sa jeunesse en Indonésie, enfin une histoire incroyable, peut devenir président des États-Unis encore relativement jeune, puisqu'il a 47 ans. Donc, effectivement, pour une bonne partie des Américains, mais je dirais même pour les Américains des classes supérieures, c'est la preuve que leur modèle social fonctionne. Et je pense que c'est une forme, dans une période économique qui est très dure et qui va être très dure, parce que les prochains mois les prochains mois et les prochaines années peut-être vont être très défavorables sur le plan économique. Je pense que c'est un sentiment de confiance pour la société américaine qui est très très fort. Il est temps maintenant de passer, on pourra bien sûr, et on aura, je pense, l'occasion de revenir sur ce dossier, puisque, après tout, le mandat du président américain ne fait que commencer au mois de janvier. Donc je vous propose de passer à notre prochaine rubrique, qui s'appelle « À la une ». Alors Guillaume, soit vous avez, j'imagine, privilégié l'actualité liée à l'élection américaine, ou soit vous avez aussi, à la croix, privilégié d'autres sujets cette semaine ? Nous, on a le matin de l'élection, on ne pouvait pas voir les résultats, donc à cause des délais de décalage horaire. Donc, on a fait un dossier sur le travail du dimanche. Donc, à cause des déclarations qui ont été faites par le cardinal 23 à Lourdes, des déclarations s'inscrivant fermement contre l'idée d'élargir les possibilités de travailler le dimanche. Donc, non, c'est pour dire que il faut pas. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Il ne faut pas se focaliser totalement sur les affaires américaines. Néanmoins, on a aussi fait une très inhabituelle jeudi matin, pour exprimer qu'il y avait cet événement qui nous fascinait tous. C'est un événement mondial. C'est un événement mondial et qui visiblement, parce que par exemple nous on a constaté que mercrredi matin, notre site internet a été consulté par un nombre absolument considérable, presque autant que lors de la visite du pape à Paris. Ça prouve bien qu'il y a une immense curiosité en France autour de l'élection de cet homme. Donc il était normal qu'on fasse une une un petit peu inhabituelle pour marquer ce jour-là. Émeric Pourbet à Radio Notre-Dame, même impasse ou quand même le souci d'évoquer d'autres sujets ? Je crois que l'avantage de la radio, c'est aussi de pouvoir d'avoir davantage de souplesse. Et donc, on a effectivement pu, dans la mesure aussi où les résultats sont tombés relativement tôt, on les attendait peut-être un peu plus tard dans la matinée de mercredi. Dès le mercredi matin, on a pu analyser les choses, on avait prévu nos invités. Alors évidemment, avec le souci aussi régional, puisque Radio Notre-Dame est aussi une radio régionale, de voir comment, un peu comme dans votre reportage, les Américains à Paris, et notamment du point de vue religieux, ont vécu la chose. On avait aussi la chance d'avoir un prêtre de Paris qui est à Washington, le père Antoine de Romanet, qui nous a raconté avec beaucoup d'émotion, vraiment, on sentait cette émotion qui a pris les Américains un peu à la gorge lors de cette élection. Et voilà, ça nous a permis de faire quelque chose quand même d'assez vivant. Vous avez décliné les qualités de la radio et vous, les qualités du quotidien, naturellement. Bien entendu, c'est toujours par rapport à l'actualité qui n'attend pas, elle. En tout cas, nous n'attendons pas non plus et nous allons passer à notre prochaine rubrique, En bref. Alors, de mon côté, j'ai d'abord retenu cette semaine un agenda particulièrement riche avec, en France, à Lourdes, l'Assemblée plénière des évêques, vous l'évoquiez, Guillaume, et à Rome, au Vatican, le forum qui réunit catholiques et musulmans. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur cette actualité, sur cette antenne ces jours-ci, mais aussi la semaine prochaine. Alors, je me contenterai pour le moment de remarquer
comme vous, qu'à Lourdes, la question du travail le dimanche est revenue sur le tapis. Et je me contenterai, puisqu'on en a déjà parlé sur cette antenne, de citer les propos de Monseigneur 23 lorsqu'il disait « Gagner plus doit-il être le principal objectif de notre existence ?» se posait-il comme question. Et en écho, cette formule aussi que j'ai bien aimée de Monseigneur Simon, l'archevêque de Clermont, qui disait « Faudrait-il donc gagner plus pour vivre moins ?» Alors la rencontre au Vatican, elle, rassemble depuis mardi et jusqu'à ce jeudi 24 religieux et chercheurs catholiques et autant de musulmans. L'ordre du jour officieux prévoyait comme thème de réflexion des fondations théologiques et spirituelles de l'amour et de la charité dans l'enseignement de chacune des religions. Donc ils vont évoquer les questions liées à la dignité humaine mais aussi au respect mutuel. Et pour finir, mon attention a été attirée par un document rendu public ces jours-ci au Vatican et qui concerne le recours à des psychologues dans les séminaires. Il s'agira de vérifier que les candidats à la prêtrise sont aptes au sacerdoce. Donc de déceler, vous l'imaginez, je cite, par rapport à ce document publié par la Congrégation pour l'éducation catholique, des signes de grave immaturité relatifs à une identité sexuelle incertaine ou des tendances homosexuelles fortement enracinées. Vous le savez, on sait que Rome a toujours déclaré qu'il estimait incompatible la vocation sacerdotale et les tendances homosexuelles. Et bien voilà, question ouverte s'achève. Il me reste à remercier mes deux invités, Guillaume Gaubert et Émeric Pourbet, d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez consulter notre site www.ktotv.com si vous voulez réagir à cette émission consacrée à l'élection américaine. Et pour ma part, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir. Tout de suite,